Bonjour à tous, moi je suis Benoît Guillon, je travaille chez Malte, je suis, VP Engineering et plus précisément je m'occupe, actuellement de la partie IT, sécu, SRE Cloud, et précédemment de, toute la partie développement de la plateforme. Et donc je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir vous partager, les résultats de notre rapport Maltech Trends et je suis bien accompagné puisque j'ai avec moi Irène, Kléber qui travaille, dans mon équipe pour au niveau de la cybersécurité chez Malte. Maxime Marsal qui est, freelance sur la plateforme et qui, donc a un domaine d'expertise particulier sur l'IA et l'automatisation et qui réalise des super projets, sur ces technologies-là. Et enfin, Pierre-Louis Bescond qui travaille, donc chez Rocket et qui est Head of Data et Advanced Analytics. Rocket qui est une entreprise française dans l'agro-industrie et la biopharma et nous sommes ravis d'avoir ce panel, pour, pour discuter avec vous, de ce rapport Maltech Trends. Je vais commencer par vous présenter, la méthodologie, à quoi ça correspond les Maltech Trends. C'est un rapport qu'on réalise, environ tous les 2 ans chez Malte. On aimerait bien le faire un peu plus fréquemment. Et en gros, l'objectif, donc, c'est pour nous en se basant uniquement sur les données, de Malte, je vais aller un peu plus dans le détail après, c'est de présenter quelles sont les tendances, technologiques que nous, on voit. Donc ce n'est pas des tendances technologiques du marché en général, c'est les tendances technologiques, vues au travers des données, de la plateforme Malte. C'est ce qui est intéressant, c'est qu'on a aujourd'hui, 200 000 freelances inscrits sur la plateforme tech et data, parmi les 800 000 au total inscrits et 90 000 entreprises clientes. C'est un rapport qu'on réalise là on l'a réalisé sur l'année 2024, en se basant aussi parfois sur des données de 2023 pour amplifier les tendances et aller un peu plus loin et voir les tendances plus long terme. Euh, et donc, c'est un rapport qui est basé sur différents types de données, qui sont d'abord les données, liées au projet de nos clients. Donc, lorsqu'un client va expliquer quel est le projet qu'il aimerait staffer sur Malte, il va nous fournir un ensemble d'informations, qui sont des données structurées comme, des tags, des skills, qui sont nécessaires, mais aussi des données, moins structurées, comme les briefs, détaillés de ces projets. Nous, on va utiliser ces informations pour justement essayer de voir, de comprendre, où en est la demande aujourd'hui en termes de projets enfin, en termes de projets technologiques, pardon, d'une manière générale. D'un autre côté, on a aussi donc les profils freelance, qui sont donc publics et qui, pareil, sont constitués de différents types d'informations et qui vont nous permettre donc de bien capter, là aussi, les tendances sur, par exemple, les nouveaux freelances qui viennent en 2024, les modifications de profil réalisées en 2024, sur quelles, particularités ça porte, quel, type de technologie et donc ça nous permet comme ça d'avoir un état des lieux, de l'évolution de ce qu'on appelle la supply, côté Malte. Et finalement aussi les troisièmes types d'informations qu'on va utiliser, qui est une information qui est un peu plus floue, c'est les recherches réalisées sur Malte. Donc on a la possibilité, de réaliser des recherches par mots-clés, sur Malte et donc en fait ces informations nous permettent d'avoir des tendances sur, on va dire l'intérêt, que peuvent porter donc soit les clients, soit les freelances, sur certaines technologies. Donc c'est tout aussi intéressant et donc, pour vous donner un ordre de grandeur, on a plus d'un million, plutôt proche d'1,5 million de recherches réalisées par an, par mots-clés. Et donc, c'est un indicateur qui a une valeur un tout petit peu différente de celui sur les projets, mais qui néanmoins est toujours très intéressant de regarder. Donc voilà ce à quoi correspond, enfin, sur quelles sont les données qu'on utilise pour les Maltech Trends. Donc, là où c'est intéressant, c'est de se dire que, ça représente un quart des projets qui sont réalisés sur Malte. On se parle que des projets sur la tech et la data, avec, donc des types de profils qui sont, toujours aussi demandés en Europe,
software engineer, data scientist, data engineer. On va en reparler après en détail, ça fait partie des grosses tendances forcément sur 2024. Et une augmentation constante du nombre de freelances dans la tech sur Malte, évidemment. Et donc, ça fait partie forcément des forces de notre marketplace. C'est d'avoir une augmentation constante du nombre de freelances sur la tech. Vous pouvez télécharger ce rapport en ligne. Le lien vous a sûrement été fourni déjà lors de nos campagnes de mailing. Vous pourrez aussi le retrouver sur notre site internet. Le rapport donc, vous permet d'avoir accès à toutes les informations qualitatives, quantitatives voilà, de notre étude. L'élément qui est assez important et qu'on met en avant lors de ce webinaire, c'est forcément le cadran technologique. Le cadran technologique qui, pour vous aider à le lire, positionne des compétences, des technologies sur 2 échelles. Une échelle, un axe horizontal qui représente la croissance de la demande année après année. Donc, sur l'année 2024, quelle a été l'évolution de la demande sur une technologie donnée? Donc, plus la technologie ou la compétence est à droite sur le cadran, plus son évolution est forte au cours de l'année. Et donc, le principe du cadran, c'est l'axe vertical, lui, cette fois, permet de visualiser le volume de demande. Donc, ça nous permet d'identifier 4 grandes sous-parties dans ce cadran. En haut à droite, c'est les technologies qui sont fortement demandées en volume et qui continuent à avoir une croissance de demande. À gauche, fortement demandées, donc les technologies qui sont établies, mais qui sont dont l'évolution de la demande est plus faible, voire ralentie. Et enfin, en bas, on a plutôt les outsiders ou les futures stars, peut-être, pour celles qui sont en bas à droite. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Vous pouvez télécharger le livre blanc, voir ce cadran. Et nous, ce qu'on met en avant sur ce cadran, et on peut en rediscuter tout de suite avec nos intervenants, c'est d'abord forcément, numéro un, une forte demande qui reste établie et très forte sur des technologies connues, établies, telles que WordPress par exemple, telles que Python, telles que Java, PHP. Donc les langages de programmation, les frameworks qui sont utilisés, qui sont les plus courants, restent toujours les technologies les plus demandées en termes de volume. Néanmoins, on voit qu'on est sur une croissance qui est faible, voire qui ralentit. Et on voit que sur la partie de droite, avec des volumes peut-être un peu moins importants, mais une très très forte croissance sur les technologies basées forcément sur les IA génératives, donc que ce soit spécifiquement OpenAI, donc certains types certains fournisseurs de LLM, ou alors je dirais des design patterns presque de nouvelles méthodes d'utilisation des LLM, avec notamment les RAG, certaines technologies comme Flutterflow qui sont donc des technologies de low code, no code, on reviendra aussi dessus. Voilà, on voit donc je dirais une décélération entre guillemets, ou un ralentissement de la demande sur les technologies établies, et une très très forte demande sur ces nouvelles technologies en 2024, et qui aujourd'hui sont de plus en plus familières. Voilà, j'avais une première question pour Pierre-Louis, forcément. J'aimerais savoir comment est-ce que lui, il interprète ce cadran, et comment est-ce que toi, Pierre-Louis, ça se matérialise dans ton entreprise. Merci beaucoup, Benoît. Alors, peut-être juste en 30 secondes, quelques éléments de contexte pour que vous puissiez replacer Rocket, parce qu'on n'est pas forcément très connu du grand public, mais Rocket, c'est un groupe de 10 000 personnes à travers le monde. Donc, Benoît l'a évoqué, on fournit énormément d'ingrédients pour l'industrie agroalimentaire ou pour l'industrie pharmaceutique, donc des excipients des vaccins, pour les vaccins, des produits pour fabriquer toutes sortes de médicaments. Donc, moi, je dirige une équipe d'une vingtaine de personnes, data engineer, data scientist, data analyst, DevOps. Et donc, la première chose que je
regarde, en fait, quand je vois le Tech Quadrant, c'est je me dis comment est positionné notre stack à l'intérieur de ça. Et donc, merci Benoît qui le partage là. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je me suis dit, bah, finalement, quand je regarde les sujets sur lesquels nous, on se concentre en ce moment, alors évidemment, consommer des endpoints Azure OpenAI, du Mistral, des projets RAG. Ça, c'est vraiment les grosses tendances, Benoît l'a évoqué. Et puis après, je regarde un peu les différents outils que l'on a, du Databricks, du Snowflake, du Kubernetes, etc. Dans les choses qui m'ont un petit peu surprise, hein, puis je pense qu'on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure, grosse disparité entre la demande sur Snowflake et Databricks. On se rend compte que finalement, il y a plus de demandes en volume sur la partie Databricks, qui peut être considérée comme une plateforme un peu plus avancée, un peu plus experte que peut l'être Snowflake. Donc ça fait partie des choses qui ont retenu mon attention. Et puis aussi Qlik, parce que finalement, Qlik, c'est un outil de BI que l'on a chez Rocket. On est aussi en train de mettre en place Power BI et j'étais énormément surpris par la croissance de Qlik, parce que quand vous discutez, quand vous écoutez les podcasts, vous participez à des conférences, généralement on parle beaucoup de Power BI, on parle de tableaux, on peut parler de Looker ou de Metabase par exemple, mais Qlik est souvent un petit peu plus confidentiel, donc surpris de les voir là. Après la question c'est est-ce que c'est une croissance, qu'il y a une forte demande des entreprises pour aller développer du Qlik. Après, il peut y avoir aussi des processus de migration. Je décide de partir de Qlik et d'aller vers Power BI, donc j'ai besoin d'un renforcement de capacité. Donc voilà, en tout cas, moi, je trouve ça très intéressant. Ça permet n'importe quelle entreprise finalement d'avoir un regard sur quel point on arrive à suivre les tendances ou voilà, le fait de se dire si je suis en train de développer sur du Spark, du Kafka, du Scala et puis du R, bah, je ne suis pas forcément en train de suivre les meilleures tendances. C'est vrai que ça peut être important après pour attirer des talents ou des freelances. Ouais, tout à fait. Je vois sur le chat une question de Mourad, qui nous demande justement de parler un peu plus en détail de cette tendance sur Databricks. Alors, nous, ce qu'on on a sorti des métriques un peu justement un peu spécifiques sur, où on en est en termes de demande et en termes aussi de skills freelance, sur les 3 grands cloud data warehouse que sont Databricks, Snowflake et BigQuery. Et on se rend compte que, en fait, Databricks est clairement en train d'accélérer en termes de demande. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de clients qui sont en demande actuellement de compétences sur Databricks comparé à Snowflake. Les courbes sont en train se sont croisées. Auparavant, Snowflake était devant Databricks et les courbes sont croisées en 2024. Et donc, Databricks est aujourd'hui plus demandé que Snowflake. Et BigQuery, qui avant était au-dessus aussi, ou qui était dans la tendance, est en train de ralentir aussi. Donc on voit que Databricks est en train de gagner un peu la bataille pour l'instant. Alors est-ce que c'est définitif? Question ouverte, je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est intéressant de constater que voilà, c'est une réalité. D'un autre côté, on a aussi regardé ce que ça voulait signifier par rapport au profil des freelances. Est-ce que la tendance est la même côté profil de freelance? Pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Historiquement, on a un plus fort pool de freelance qui possèdent des compétences BigQuery. Je pense qu'ils sont peut-être plus faciles à obtenir ou à aborder en tant que freelance pour se former, et cetera. C'est peut-être plus abordable, plus facile. Hem et cette tendance, elle continue à être vraie, c'est-à-dire qu'on a en volume de freelance plus de personnes qui sont sur BigQuery, qui vont mettre en avant des compétences BigQuery que Databricks et Snowflake. Et donc, peut-être petit tips pour les freelances qui sont avec nous et qui travaillent sur la data, c'est peut-être de monter en compétence sur Databricks ou de mettre à jour votre profil Malte sur cette compétence particulière. Je me permets de confirmer, hein, Benoît, que je pense que les compétences Snowflake sont peut-être plus simples à acquérir et donc la plupart des entreprises peuvent avoir déjà en interne, nous c'est le cas, des compétences fortes avec leur propre data engineer, donc ils ne vont pas Mmh. forcément aller chercher de l'expertise. Et Databricks, pardon, a toujours eu cette qualité d'être un peu en avance sur les choix technologiques et ce qu'ils ont pu proposer. Ils sont souvent en avance d'un point de vue technologique, et donc c'est pour ça que je pense que les entreprises, quand elles veulent travailler sur des sujets comme les lakehouse, par exemple, qui est la dernière grosse tendance, ben, on va avoir tendance à aller chercher des compétences plutôt en externe parce qu'elles sont difficiles à déjà obtenir en interne. D'accord. Maxime, j'avais une question pour toi, justement, toi, Oui. dans ce cadran, où est-ce que tu situes tes compétences? Alors, dans ce cadran, moi, je vais beaucoup plus être sur l'automatisation de manière générale ou le no-code / IA / vibe code aujourd'hui.
Donc, actuellement, ce qu'on voit justement, il y a eu une grosse montée de tout ce qui est no-code en automatisation avec Make, N8N, qu'on voit de la partie droite du cadran, mais aussi sur du développement d'apps complets comme Flutterflow. On voit qu'il y a une énorme croissance là-dessus. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, ce qui n'est pas encore sur ce cadran, mais ce qui va arriver rapidement, c'est tout ce qui est Cursor, Lovable, tous ces outils de vibe coding qui permettent aujourd'hui de développer des applications complètes uniquement avec l'IA. Et ça, en fait, les clients commencent à le demander. Mais voilà, ça va faire partie, à mon avis, des Maltech Trends à 2026. Et tout à fait, je le sens aussi venir, tu as bien raison. Alors, on va faire un petit récapitulatif des éléments clés sur, de l'étude, sur l'IA. Les entreprises font grimper la demande, sur l'IA clairement. Ce qu'on peut vous dire, c'est quelles sont les typologies de projets sur lesquels les entreprises ont travaillé en 2024, sur l'IA. C'est 40 environ. C'était sur des gains de productivité interne. Donc, l'objectif des projets était de gagner en productivité en interne. Bien souvent, c'était des projets qui consistaient à structurer, on va dire capitaliser sur la knowledge, sur la connaissance interne, la structurer, l'indexer correctement, la vectoriser et utiliser un LLM pour mettre en place un chat, par exemple, pour pouvoir plus facilement requêter ces connaissances et donc permettre aux employés plus rapidement d'accéder aux bonnes informations, de pouvoir répondre à leurs questions. Donc, c'était clairement là je dirais l'usage le plus conventionnel et celui qui nous a été le plus remonté en tout cas, des stacks, on va dire RAG, LLM et aussi no-code automatisation. Ça, c'était 40. On a aussi, donc c'est assez équilibré malgré tout, 40 aussi, mais qui vient un tout petit peu en dessous en numéro 2, sur de la création de valeur pour des entreprises, pour leurs clients eux-mêmes, pour leurs propres clients. Donc, intégrer dans des produits existants, intégrer dans des interfaces de collaboration avec leurs clients, que ce soit en B2B, en B2C, justement ces technologies-là, conversationnelles, pour faciliter la collaboration ou pour apporter de la valeur, monter en valeur justement des produits. 40 donc les autres 40. Et enfin, il reste 20 qui sont, on va dire, plus de l'accompagnement des entreprises dans la maturité vis-à-vis de l'IA. Donc, c'est-à-dire c'est du training pour les employés ou alors pour les équipes techniques. Par exemple, aider une équipe technique à mettre en place prendre la meilleure décision sur le framework à utiliser, ou alors mettre en place l'agent de coding qui va être qui va mieux répondre aux problématiques de l'entreprise dans l'équipe tech, ou sinon aider aussi, fournir tout simplement des compétences complémentaires en termes de formation à ces entreprises. Donc voilà, c'est clairement là où les freelances ont été demandés sur les sujets en 2024, sur les sujets liés à l'IA. Maxime, est-ce que toi, ça correspond aussi au type de mission que tu as pu voir passer au cours de 2024 ou que tu continues à voir passer sur Malte? Oui, oui, complètement, complètement. Aujourd'hui, on a de plus en plus de demandes. Alors, c'est assez intéressant parce qu'au début, on était uniquement sur du OpenAI, et aujourd'hui, on a beaucoup plus de demandes sur des LLM, entre guillemets, plus niche, Claude et autres. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'on sent que les clients sont beaucoup plus formés au sujet et vont aller faire une demande vachement plus précise de plus en plus. Donc, c'est intéressant. Et oui, je confirme, je confirme, Benoît, c'est bien ce que je vois de mon côté. Très bien. Donc, dès un essor des projets liés à l'IA, plus de multiplié par 3 la demande entre 2023 et fin 2024. On va y revenir, on va parler spécifiquement de low-code juste après. Et d'une manière générale, on a une croissance du nombre de freelances sur Malte aussi au cours de cette année 2024 en rapport avec les compétences IA.
Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, donc on a ce type de graphe qu'on intègre beaucoup dans notre livre, notre livre blanc, dans le rapport, qui permet de confronter l'évolution de la demande et l'évolution de l'offre. Donc, c'est toute la problématique du métier de Malte, c'est de réussir à mettre en relation donc, les freelances et les clients. Et donc, en fait, lorsque ça se passe bien, c'est lorsque on arrive à avoir assez de freelance pour répondre aux besoins des clients et lorsque l'évolution des compétences des freelances vient accompagner le besoin ou voire même anticiper le besoin des clients dans le temps. Et c'est toute la valeur aussi de cette étude-là. Ce qu'on a pu voir en 2024, c'est que sur certains sujets, on avait des demandes clients l'évolution des demandes clients qui étaient extrêmement fortes sur ce dont on a parlé, les RAG, les LLM, etc. Et que l'offre côté freelance a mis peut-être un petit peu plus de temps à évoluer de la même sorte pour venir à arriver au niveau en termes de croissance. Est-ce que Pierre-Louis, c'est quelque chose que toi aussi tu avais remarqué, que tu as pu remarquer au cours de 2024 ou même maintenant, quand il s'agit de trouver les bonnes personnes pour travailler sur ce type de projet? Oui, effectivement, hein, donc tu l'évoquais, on le voit très, très, très nettement. Le RAG, il y a des briques qui sont relativement simples à mettre en place qui permettent à n'importe quelle personne un peu experte de commencer à vectoriser des documents, créer un chat et être capable ensuite d'interroger ça pour ajouter du contexte et aider le modèle à vraiment recentrer ses réponses. Par contre, quand on veut aller plus loin, quand on veut travailler sur le processing d'énormément de documents, hein, je prends des exemples qu'on a pu avoir chez Rocket, vous allez vouloir processer 10 000 documents de R&D, peut-être même 100 000 demain sur des projets qu'on peut avoir. Là, ça met en œuvre d'autres techniques parce il y a du FinOps, hein, tous les documents doivent être OCRisés, il y a des briques comme Azure Document Intelligence ou Vertex côté Google qui permettent de faire tout ce travail-là. Et donc, on se rend compte que quand nous, on en a eu besoin, quand on a eu besoin de cette expertise-là, on en a trouvé, mais on n'était pas comme sur des profils type data analyst où il y a quasiment l'embarras du choix. Là, on était quand même sur des compétences qui sont quand même beaucoup plus niches. Peut-être pour aussi, on parlait tout à l'heure du Tech Trend 2026, quelque chose que l'on ne voit pas encore arriver, mais qui pointe le bout de son nez. On voit LangChain qui est positionné au milieu. Vous savez, LangChain, c'est une brique qui permet finalement de faire interagir les LLM avec certaines fonctions, etc. On voit aussi beaucoup l'effacement, vous savez, des MCP, hein, qui permet qui est une sorte de protocole un peu comme une API qui permet au LLM d'aller chercher des réponses avec un protocole qui a été lancé par Anthropic. Ça, je pense aussi, ça va être une grosse tendance. Je ne sais pas à quel point c'est une brique qui est vraiment intéressante d'un point de vue technologique parce que c'est pas forcément toujours très très stable, mais par contre, en tout cas, je pense que beaucoup d'entreprises vont s'y intéresser et si elles cherchent de l'expertise, elles l'auront pas forcément en interne. Donc, ouais, je peux confirmer que ça reste des compétences sur lesquelles il est important de se positionner si on est freelance et qu'on veut être sur ces sujets-là côté IA. Sur justement, donc l'approche agentique là, qui est en train de vraiment enfin, qui sera sûrement la tendance 2025 confirmée. Donc, ce qui est le pas juste après les RAG en 2024. Donc, l'intégration avec le reste du système d'information finalement et le fait que les LLM commencent à pouvoir orchestrer certaines actions. Donc au travers de différents protocoles. Donc, Pierre-Louis, tu as mentionné MCP. Est-ce que c'est je dirais, est-ce que c'est devenu ou est-ce que ça va devenir le standard de facto sur les protocoles d'échange? Ou est-ce qu'il y a d'autres protocoles qui pointent le bout de leur nez? J'ai entendu parler de A2A ou A2A, Agent to Agent. Est-ce que celui-là, par exemple, c'est quelque chose qui va aussi continuer à perdurer ou est-ce que finalement on se consolide sur MCP? Alors, tu sais, on dit souvent c'est winner takes it all, hein. C'est à partir du moment où MCP commence à avoir le plus de traction au niveau des développeurs, au niveau des solutions qui commencent à exposer des librairies qui permettent de faire ça, on peut se dire que ça va être une tendance assez forte. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance, si je devais miser sur quelque chose, à miser sur le MCP. Après, parfois, il y a des technos qui seront peut-être plus adaptés à des use cases spécifiques, mais voilà, après, on tombe vraiment dans quelque chose qui est vraiment très, très, très niche. Et donc, je dirais, vu d'une grande entreprise comme nous, on va chercher plutôt à se rapprocher des standards. Et je me dirais, par rapport aux freelance, je ferais la même chose. Et j'ai l'impression que Maxime voulait peut-être rebondir sur ce qu'on disait juste avant, hein, si je ne me trompe pas. Oui, non, rapidement pour ajouter une petite brique d'analyse
sur le développement justement du RAG, en fait, il y a eu en fait, il y a une sorte de révolution un peu sous le manteau qui s'est passée cette année, tout simplement. C'est le nombre de tokens d'entrée dans les LLM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un seul prompt, on peut mettre l'équivalent de toute la saga d'Harry Potter. Donc, d'un coup, on peut vite imaginer que, en fait, des logiciels, typiquement, on parlait de vibe coding comme Cursor, peuvent assimiler dans un seul prompt le code d'une application entière. Et donc, on peut facilement lui demander change-moi cette page, ajoute-moi cette feature. Et ça change tout. Et ça change tout, que ce soit pour des usages SaaS, mais aussi pour des usages internes, clients, quand on a de la doc interne. Aujourd'hui, on peut vraiment avoir un chat qui retrouve vraiment de la donnée et qui donne de l'information autre chose sur les agents, pour rebondir directement avec Pierre-Louis, ça c'est une demande que moi j'ai de plus en plus, que je pense on est vraiment en 2025, pour moi c'est vraiment l'année des agents. Aujourd'hui, effectivement, toute la communauté est en train de se poser la question, est-ce qu'on va sur du MCP, sachant que vu qu'il y a une révolution par jour, mine de rien, c'est un peu compliqué de suivre et c'est très important de faire une stack hyper solide pour nos clients parce que faut que ça dure dans le temps. MCP, moi, ce que je vois pour l'instant, c'est que c'est un peu, c'est pas ultra méga stable. Que la communauté commence à faire des ponts intéressants. On le voit entre, par exemple, Slack et Cursor. Mais moi, je mets un peu de temps, enfin, je temporise sur le fait de l'installer directement chez mes clients. D'accord. Et peut-être dernier complément, parce que je rebondis sur l'idée de Maxime, avec des modèles qui maintenant ont des fenêtres contextuelles d'1 million de tokens, ça veut dire qu'on peut leur faire ingérer, allez, on va dire entre 2000 et 3000 pages. Alors, les résultats en termes de précision ne sont pas forcément toujours aussi bons que ce qu'on peut avoir avec un RAG, où on va sélectionner les morceaux de documents les plus pertinents et construire la réponse avec. Mais nous, on se rend compte que dans notre plateforme de GenAI qu'on a chez Rocket, qui s'appelle RockGPT, finalement, on est capable de dire on n'a même pas besoin de vectoriser déjà des grosses collections de documents. Ça peut être une centaine de documents. On va les mettre dans un GPT-4 Nano, par exemple, fenêtre contextuelle d'1 million. Chez côté Gemini, ils ont aussi des modèles qui ont ce type de capacité. Ce ne sont pas les seuls. Et finalement, ça fait quasiment disparaître le besoin de mettre en place des RAG. Il y a des gens qui viennent voir parfois avec des projets de RAG et on leur dit, mais finalement, c'est même plus la peine de s'embêter avec ça. Tu peux directement uploader tes documents dans une collection et après les interroger, même pas besoin de les vectoriser. Ça change tous les jours, comme le disait Maxime. Après, il faut quand même continuer à travailler sur la qualité du prompt. Voilà. C'est ce qui fait la différence. Toujours. Maxime, tu l'as noté un tout petit peu. Tu l'as noté un tout petit peu tout à l'heure et on peut en reparler juste là rapidement. Nous, on l'a vu sur 2024. Alors, c'est pas flagrant et c'est pas encore une révolution, mais effectivement, on a un landscape, un paysage un peu plus distribué sur la demande en 2025. Alors, c'est plutôt sur des résultats de recherche, donc on va dire de l'appétence à mieux comprendre ou mieux appréhender les différents LLM et pas uniquement OpenAI. Donc, tu confirmes? Ouais, non, tout à fait. De toute façon, alors encore une fois, le marché du LLM, c'est un marché winner takes all aussi. Donc, tous les acteurs OpenAI, Meta, Google sont en train d'investir le maximum de ce qu'ils peuvent, j'ai envie de dire, dans l'IA. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des modèles qu'on appelle multimodales, donc qui font de l'image, de la vidéo, de l'OCR. Et en fait, on commence à apercevoir des entreprises qui vont se calibrer plus sur une certaine technologie. Par exemple, Mistral, ils ont réalisé le meilleur OCR avec IA du monde. Et donc, par exemple, on a des demandes là-dessus. Mais Gemini, avec VO3, vient de faire le meilleur modèle de génération de vidéo avec de l'IA. Donc, on a des modèles d'autres boîtes qu'OpenAI qui commencent à faire des choses extrêmement qualitatives et aussi sur d'autres sujets. Oui, finalement, c'est en sortant du cas d'utilisation du chat, typiquement juste sur le conversationnel textuel, et en ouvrant la porte au son, à la vidéo, au multimédia réellement généré et
analyser aussi, qu'on va aussi démultiplier les différents modèles utilisés parce que chacun a aussi ses intérêts. Complètement. D'accord. Complètement. Et on sent aussi chez les utilisateurs, hein, nous on le voit alors, sur notre plateforme GenAI, on a à peu près 2500 utilisateurs par mois différents. Parmi les 10 000 employés, on en a 2500 qui viennent les utiliser. Quand vous introduisez un Mistral Medium pour être en concurrence avec un modèle d'OpenAI, je pense qu'il y a une part de chauvinisme de tous les employés français qui disent bah, tiens, chouette, je vais utiliser un modèle qui va peut-être un peu mieux me comprendre parce qu'il a peut-être été mieux entraîné sur des documents français, etc. Il y en a qui, de façon factuelle, disent on a de meilleurs résultats sur des documents contractuels français avec les modèles de Mistral. Et puis après, quelque chose qui n'est pas forcément directement lié à, on va dire, à la nature du modèle, c'est la question de l'empreinte environnementale. Et je vais rebondir sur la question d'Emmanuel qui est dans le chat, qui dit bah, je suis surpris de ne pas voir Copilot dans le graphe. Je ne sais pas si Copilot est une compétence en soi que les freelances peuvent mettre en avant. Hein. Il faut bien se rappeler que là, ce sont les demandes qui sont effectuées par les entreprises. Copilot, c'est déjà embedded finalement dans la suite Office. Et on s'est rendu compte, nous, dans les tests qu'on a fait, qu'a priori, le modèle qui est utilisé dans Copilot, qui est un GPT-4 turbo, il est quasiment 1000 fois plus consommateur en ressources que ne l'est un 4.1 nano. Et ça, on se rend compte que les utilisateurs, ils sont sensibles aussi. Donc, là où avant, c'était du OpenAI et on ne savait faire que ça parce que c'était le seul modèle que les gens avaient en tête, on voit qu'il y a une offre qui s'est diversifiée, Mistral avec Claude. Et puis en plus, maintenant, il y a aussi des considérations de est-ce que je ne suis pas en train de prendre un bazooka pour tuer une mouche? Et c'est vrai qu'on commence à introduire aussi des modèles plus petits, type Phi, par exemple, qui ont été faits par Microsoft avec beaucoup moins de paramètres et qui ont une empreinte qui est plus faible parce que les gens commencent aussi à prendre conscience qu'à chaque fois, ça consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. On a une question de Jérémy dans le panel questions de ce webinaire. Je suis personnellement sur la partie cloud de votre précédent graphe. Pensez-vous que l'IA devient la grosse tendance sur laquelle il faut se former majoritairement étant dans le cloud DevOps? Alors moi, ce que je peux répondre, je pense qu'on a énormément d'intérêt à en fait, non, je vais reprendre ma réponse. J'aurais tendance à dire que l'IA, la demande en IA n'a pas seulement tiré des compétences spécifiques, data science, et cetera, mais a tiré tout un tas de compétences complémentaires. Parce que pour réaliser un RAG, on n'a pas besoin uniquement d'avoir quelqu'un qui est compétent en ML ou en LLM, mais on a besoin d'avoir des gens qui sont compétents en manipulation de données, en mise en place d'infrastructures as code, parce qu'on veut garder les mêmes bons paradigmes, je dirais, lorsqu'on va vouloir industrialiser une solution RAG. Donc ma réponse, c'est on a besoin des compétences de cloud engineer, on a besoin des compétences de personnes qui travaillent sur, par exemple, Terraform pour ce genre de projet. Et je pense que rajouter une compétence IA supplémentaire ou d'avoir en fait un prisme IA en plus, c'est que du bénéfice quelque part, parce que ça permet en fait d'avoir un profil qui se rapproche plus du full stack. Je crois que Maxime, c'est quelque chose que tu as mis en avant sur ton profil, le côté full stack IA, qui Ouais. je pense est un type de profil qui va être de plus en plus recherché. Complètement, complètement. Pour le coup, j'ai justement modifié dans l'année, donc je peux dire la différence que ça a fait. J'avais mis simplement IA et automatisation, et je suis passé en full stack IA, ce que je suis, et j'ai eu beaucoup plus de demandes parce que je pense que, en fait, comme je le disais avant, il y a une révolution par jour. On ne sait jamais si c'est la bonne personne pour implémenter l'IA, dans quel service, etc. En fait, si on se focus vraiment dans l'IA et qu'on comprend vraiment bien comment l'intégrer, comment faire du RAG, utiliser quelques services, après, c'est entre guillemets assez simple de l'implémenter dans n'importe quel service d'une entreprise derrière. Ouais, finalement, en fait, ça illustre pas mal le slide précédent là, hein. C'est-à-dire que, si on prend des technologies très spécifiques et on va dire internes, à l'IA, type TensorFlow, PyTorch, on va dire qu'on a une demande qui finalement est, assez, on va dire, constante d'année après année. Alors et donc là, par contre, mise en place de RAG, LLM, et cetera, on n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur, de comment fonctionnent les modèles ou d'améliorer les modèles eux-mêmes. Mais on est en fait
on va dire, des profils où, par contre, on met en œuvre et on a besoin de compétences qui sont assez larges, en fait, un spectre assez large de compétences. Donc, je pense que, oui, pour répondre à la question de Jérémy, je pense que c'est une bonne idée. Pour faire rapide, et clore ce chapitre sur les IA et les LLM, vous retrouverez ces informations dans le livre blanc. On vous a expliqué justement quel était un peu le profil type de l'expert IA tel que nous, on le voit sur Malte. Il y a certaines informations qui sont justement un peu surprenantes. Quels sont les rôles justement on va dire, qui ont le plus évolué dans le domaine de l'IA au cours de l'année? Front-end développeur. C'est assez étonnant, mais je pense que c'est des gens qui ont rajouté ces compétences justement à leur arc, ces flèches à leur arc pour, alors je pense qu'ils mettent aussi en avant les parties cursor, potentiellement, Oui, et ça fait le vibe coding, je ouais, confirme. exactement. Donc je pense que on voit déjà que là, peut-être, les freelances sont en train de se préparer à la tendance vibe coding. Hem et hem et on voit en numéro 4 les cloud engineers. Et donc, on voit qu'on est en moyenne à 540 € de TJM, là où en fait les profils tech, mais non qualifiés en IA, seraient en moyenne plutôt vers les 400. Donc on voit que ça devient quand même un différenciateur pour les freelances. Je vous laisserai regarder toutes ces informations dans l'étude, et je voulais ouvrir un deuxième chapitre. On va être un peu assez rapide dessus, mais qui est, comme pour moi aussi, une tendance que je voulais bien mettre en avant sur le webinaire. C'est ce changement de paradigme en 2024, c'est-à-dire qui a eu lieu, qui est qu'on a eu une croisée des chemins entre les projets qui nécessitaient des compétences no-code versus des projets qui nécessitaient des compétences dans les langages de programmation les plus connus, en excluant Python. Il y a des astérisques que je n'ai pas mis dans les slides, mais qu'il faut bien prendre en compte. C'est en excluant Python qui, de loin, en fait, si on l'inclut, on sort de cette tendance-là. Mais Python étant, on va dire, utilisé pour aussi bien la partie data, IA, que la partie cloud, que la partie développement back-end, finalement, en fait, on est sur un outil, on va dire, qui n'est pas représentatif uniquement des projets de développement système d'information un peu traditionnels, qu'on peut l'exclure assez facilement. Donc la courbe bleue, c'est l'évolution de la demande sur les langages de programmation les plus connus: Java, C#, C++, C, PHP, JavaScript, voilà. Tout ça, on le met dans la courbe bleue, et la courbe rouge, c'est l'ensemble des solutions no-code qu'on a pu lister. Ça peut être aussi bien de l'automatisation de workflow type Make, N8N, que du développement, de la mise en place d'applications type Flutterflow, Power Apps, Bubble, etc. Donc voilà, on voit que ça y est, les tendances se sont inversées. Attention, là on parle de la part des projets sur Malte, et on parle d'un nombre de projets et pas forcément d'un budget associé, d'un nombre de jours travaillés. Donc si on considère ces autres métriques-là, ces autres informations, les projets liés à des langages de programmation restent devant. C'est-à-dire qu'on est sur des missions qui ont des typologies différentes. Missions développement, plus des missions long terme, des missions récurrentes, avec donc des budgets au total qui sont plus élevés. Une demande aussi peut-être avec des typologies d'entreprises différentes, puisque sur le no-code, on est plus sur des petites missions, sur des entreprises qui sont, on va dire, plus des petites, moyennes entreprises, et donc des projets qui sont plus rapides. Donc ce qui est intéressant pour les freelances, c'est que c'est une belle opportunité, je dirais, de créer un marché fluide, liquide, puisqu'on a une demande qui évolue assez vite, et avec des missions qui vont se renouveler, ou des missions qui vont se répéter chez différents clients. Hem, Maxime, justement, toi, c'est là, on est aussi dans ton domaine. Est-ce que, justement, toi, quelles sont les technologies que tu conseilles aux gens de regarder sur cette année 2025, là, dans ce domaine-là, de low code, no code? Alors, en low-code, no-code, moi, de ce que j'ai vu, c'est une énorme montée de N8N. Mmh. Clairement, notamment des agents N8N. En fait, N8N est assez qualitatif pour créer des agents. En fait,
ce qu'on voit aujourd'hui, on avait à peu près 2 possibilités. Il y a une stack Python qui s'appelle Crew AI, qui permet de créer des agents en Python qui marchent très bien. Mais effectivement, faut connaître le Python, il faut savoir coder, etc. Aujourd'hui, avec N8N, il y a toute une population de gens qui peuvent coder, entre guillemets, des agents sans savoir coder. À ceci près que c'est quand même quelque chose de compliqué à aborder, qu'il y a quand même vraiment une courbe d'apprentissage là-dessus. On voit souvent le no-code, low-code comme quelque chose d'assez simple. Je vais prendre un prestat et après, je vais pouvoir utiliser le logiciel assez facilement parce que je connais. En fait, c'est un peu complexe. Mine de rien, c'est quand même... en fait, c'est simplement du code visuel. Donc, moi, c'est ce que je vois. Je vois un gros développement de N8N. Je vois Make. Moi, ça fait très longtemps que je vois un développement de Make là-dessus. Flutterflow me surprend un peu. Justement, je voyais dans le chat, une des questions, c'était qu'est-ce qui nous a surpris le plus? Flutterflow qui permet de créer des applications mobiles. Alors, ce qui ne me surprend pas, c'est que le marché des applications mobiles a explosé avec les systèmes d'abonnement aujourd'hui qui sont vachement plus, qui marchent beaucoup mieux. Donc, je pense qu'on est là-dedans. Je pense qu'il y a à voir, je me répète, mais la courbe des logiciels de vibe coding qui va devoir s'ajouter là-dessus en 2026, qui va complètement troubler le marché parce que c'est un entre-deux. Moi, je crois beaucoup à une autre courbe qui va arriver, c'est le vibe no coding. En fait, tout simplement, les logiciels type N8N, Make, etc. vont commencer à mettre des chats où on va pouvoir tout simplement discuter et dire fais-moi une automatisation entre mon Gmail et mon Slack et ça va le faire directement. J'utilisais encore hier N8N et je me disais, mais pourquoi il n'y a pas ça, tiens? Je suis en train de développer une extension Chrome pour le sujet, donc voilà. je l'enverrai. Pierre-Louis, est-ce que toi, c'est des tendances que tu vois aussi dans ton entreprise? Je rejoins Maxime. J'étais en train de me dire, finalement, nous, la vision qu'on avait dans notre stack, c'est que on a du low-code. Alors, je vais parler d'outils plutôt pour faire du processing de données comme Alteryx ou Nime ou Dataiku. Voilà, je peux faire du drag and drop et puis en même temps, je peux poser un peu de code quand j'ai besoin d'avoir des fonctions qui sont complémentaires. Et puis après, il y a vraiment du pur no-code où je fais plus rien. Et je me disais, voilà, maintenant, ça va être low-code, no-code et vibe code. Parce que vibe code, c'est encore un niveau supplémentaire. Et comme le disait Maxime, avec la distinction de dire ça peut être du vibe code et je vois quand même le code s'exécuter, se créer dans Cursor, je peux revoir certaines choses. Et puis, il y avait un moment où je vais avoir un niveau d'autonomie qui va être quasiment total. Parce qu'on disait, tiens, j'aimerais bien commencer à faire un workflow ou un agent qui va faire ci et ça et ça. Et on va juste raconter une histoire à Nathan ou à Make, par exemple, et qu'ils vont mettre ça en place. La grosse difficulté qu'on a quand on a une grande entreprise, on est 10 000, c'est quel est le niveau d'autonomie qu'on peut laisser à certains employés ou à tous les employés. Parce qu'il faut imaginer qu'après, si chacun dans son coin est capable de créer des agents qui vont consommer des tokens, qui vont consommer du compute, qui potentiellement vont créer des brèches de sécurité, ou alors ce que nous, on appelle les apps monstrueuses, en fait. Dans les années 2000, c'était les gens qui avaient développé des macros Excel qui étaient juste gigantesques, qu'ils étaient les seuls à pouvoir débugger. Donc, quand ils partaient en retraite ou ils changeaient d'entreprise, les gens se retrouvaient un peu devant un monstre qu'on était incapable de reprendre et de modifier. J'avais trouvé que le no-code et le low-code permettaient un peu de simplifier ça. On donnait à des gens plutôt côté business la possibilité de créer des workflows qui étaient visuels, donc on était capable de retourner dedans. Il y avait une forme de standardisation. Voilà, il faut se dire, c'est que si maintenant on laisse 100% d'autonomie pour créer un peu tout et n'importe quoi à n'importe quel employé, ça peut commencer à avoir des conséquences qui peuvent être assez compliquées après au sein des équipes digitales pour mettre un minimum de gouvernance et puis éviter qu'il y ait des coûts qui s'envolent aussi sur certaines consoles. Donc, Clairement. quelques sujets. Et on voit un éditeur comme N8N, donc ils ont un free tiers sur lequel ils fournissent de l'automatisation et après, donc, monter en gamme en termes d'offres avec justement la mise en place de bonnes pratiques. Et en fait, ça converge beaucoup avec des bonnes pratiques de développement. La gestion des environnements, gestion des mises en prod. En fait, quelque part, on revient à créer un peu une CI/CD, on revient à créer, alors j'ai pas vu encore des tests automatiques qu'on pourrait développer, qu'on pourrait designer
dans les éditeurs, mais finalement, on revient un peu à ça, quoi, au final, pour à industrialiser. Et Et puis, voilà, ouais, vas-y. pardon. Je voulais donner deux exemples. Ouais. Un qui a été fameux sur Twitter où quelqu'un disait ça fait 4 mois que je développe un truc avec Cursor et puis finalement Cursor a fait planter un peu ce que j'étais en train de faire et j'ai pas mis en place de version control. Donc en gros, tout mon projet est planté, mes 4 mois de travail. Et puis tous les gens qui viennent du software development, mais comment t'as jamais utilisé Git pour versionner ton code, etc. La personne elle a dit non, effectivement, je l'ai pas fait. Donc là, on se rend compte de l'intérêt d'avoir des bonnes pratiques, de la CI/CD ou au moins du versionning. Et je vais vous donner un autre exemple. On avait un stagiaire qui était dans notre équipe. Il avait besoin de réaliser certains tests. Je lui avais donné les credentials pour qu'il puisse utiliser O3, donc un modèle de raisonnement d'OpenAI qui coûte un peu cher au token, mais qui reste raisonnable. Puis en fait, il s'est rendu compte qu'il pouvait avoir accès à O1 et il s'est dit, tiens, j'aurais peut-être de meilleurs résultats sur O1. Et en un jour et demi, il a consommé 2600 € de tokens. Voilà. Parce que c'était d'énormes volumes de données, etc. Donc voilà, même nous, au sein de nos équipes digitales et data, de temps en temps, on peut avoir comme ça des pics de conso si tout n'est pas vraiment proprement gouverné sur les différents modèles à disposition et puis on n'est pas à l'abri que quelqu'un lance une boucle et quelque chose qui va tourner en permanence et va consommer des tokens à l'infini. Et vous pouvez avoir plein de systèmes d'alerte en place. Si vous les mettez à la journée, en une journée, vous pouvez avoir perdu. Voilà. Et puis après, on revient sur les mêmes choses. C'est comme sur les machines virtuelles. Hein. Vous pouvez perdre 10 000 € en une journée si vous ne faites pas attention. Donc, mettre ça dans les mains de tout le monde, ça nécessite quand même pas mal de guidelines et de barrières pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Que ce soit les LLM, que ce soit le low-code, no-code, les RAG, etc., c'est des amplificateurs. Donc, ça peut être des amplificateurs d'impact, donc avec des boucles virtueuses très positives, mais ça peut aussi être des amplificateurs négatifs, où, voilà, que ce soit en termes de consommation électrique, que ce soit en termes de budget, on peut voilà, amplifier négativement notre impact. J'ai capté un mot, c'est gouvernance, lorsque tu parlais, Pierre-Louis, et je me suis dit transition parfaite avec le sujet suivant, et je vais laisser la parole à Irène qui va nous parler du volet cybersécu. Bravo pour la transition, Benoît. Bien joué. Alors oui, un petit zoom côté cybersécurité. Côté cybersécurité, on a observé en fait des grandes tendances dans les projets qui se concentrent vraiment autour de 5 grands volets. Le plus important de tous, effectivement, c'est la gouvernance qui représente 40% des projets. Donc, tout ce qui touche à la GRC. Donc, qu'est-ce qu'on entend par GRC? C'est gouvernance, risque et conformité. Et quels sont les projets liés à la GRC? Là, ça va être la mise en place de politiques de sécurité, du déploiement de politiques de sécurité, d'évaluer les risques qui représentent en fait tout simplement le socle d'une organisation sécurité, mais également un prérequis indispensable pour les normes de sécurité comme l'ISO 27001, SOC 2. Et aussi pour les nouvelles réglementations et les anciennes. Il y a de plus en plus de réglementations qui arrivent, telles que NIS 2. Donc, voilà, la GRC, c'est vraiment le socle de tout ça. Le but que recherchent les compagnies avec ces projets GRC, c'est vraiment d'être à la fois conforme aux nouvelles réglementations, mais également d'obtenir et d'afficher une posture formelle et de confiance. Donc ça, c'est le premier volet qu'on a identifié. Le deuxième gros volet, ça va être tout ce qui est lié à la sécurité opérationnelle, donc la sécurisation des infrastructures. Là, on est sur du 30% de projets. Donc là, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça va être des missions de renforcement des équipes SOC. Qu'est-ce que SOC? C'est Security Operations Center. En gros, c'est des équipes qui vont surveiller en temps réel l'infrastructure IT, détecter les incidents de sécurité et y répondre rapidement. Donc voilà, ça va être ce type de mission, du renforcement des équipes SOC, la gestion des plateformes de détection de vulnérabilité. Le but ici qui est recherché, c'est avant tout d'assurer la sécurité au quotidien des SI et de détecter et répondre aux menaces. Troisième grand volet, c'est tout ce qui est gestion des identités et des accès. Pour le coup, là, ce sont souvent des projets de transformation, de migration à grande échelle. Le but, c'est surtout de moderniser les contrôles d'accès actuels, d'améliorer la gestion de cycle de vie des utilisateurs et du coup aussi améliorer la vie de tous les jours des utilisateurs. Troisième volet, tout ce qui est sécurité offensive et audit. Donc là, on est sur du 10%. Là, on va retrouver tous les projets qui vont tester en fait de manière proactive les défenses d'entreprise. Le but du jeu, c'est effectivement de trouver les vulnérabilités, de corriger les vulnérabilités avant qu'elles soient exploitées par des personnes malveillantes. Donc là, le type de missions qui vont avoir lieu, c'est tout ce qui est réalisation de pen tests, donc des tests d'intrusion qui sont réalisés par des hackers éthiques, ou encore la gestion de programmes de bug bounty, par exemple.
Ce qu'on entend par bug bounty, c'est des plateformes qui mettent en relation des entreprises avec des hackers éthiques, toujours dans le but de trouver des vulnérabilités avant qu'elles soient exploitées par des personnages malveillants. Et enfin, on retrouve un dernier volet qui est toujours présent, c'est tout ce qui est lié à la formation, à la sensibilisation des équipes en interne, dans le but de développer en fait une vraie culture de la cybersécurité. Quand on sait que plus de 70% des incidents de sécurité proviennent d'une négligence ou d'une mauvaise manipulation d'un collaborateur, on voit que la sensibilisation reste un socle fondamental de la sécurité. Donc voilà pour les 5 grands volets de la cybersécurité, ce qu'on a identifié en fait dans les projets. Si on parle de durée de mission, on est globalement sur des projets assez longs. Donc une mission dure environ 6 mois et dans 2 tiers des cas, on est vraiment sur des missions longues. Ce qui montre bien en fait tout simplement que la cybersécurité, c'est un travail de fond et pas une intervention ponctuelle. Et très clairement, le but principal de ces projets pour les entreprises, c'est clairement de protéger leurs actifs internes, tout ce qui est données, systèmes, réputation. Le but, c'est vraiment de préserver la continuité, la stabilité et la réputation de l'entreprise. Bon, et donc très clairement, je pense que vous êtes tous un peu à même de le savoir, la cybersécurité, c'est en pleine expansion. C'est un domaine, très clairement, il y aura toujours des demandes, parce que la cybersécurité évolue aussi avec les nouvelles technologies. On parle beaucoup d'IA, donc forcément, ça introduit aussi des nouvelles menaces. Et du coup, forcément, c'est des nouveaux types d'experts sécurité qui arrivent. Et en plus de ça, comme je l'ai évoqué tout au début, il y a de plus en plus de réglementations qui voient le jour. Donc, les projets ont augmenté de 35% par rapport à l'année dernière. On voit que c'est vraiment en pleine expansion, et notamment la demande en experts également. En France, là, aujourd'hui, la cybersécurité, c'est le 2e profil en plus forte croissance. Donc, on a 50% de plus en un an. Je pense que tu peux passer au slide suivant, Benoît. Voilà. Si je fais un petit zoom en fait sur la carte d'identité de l'expert sécurité, on va dire idéale aujourd'hui, c'est celle qui est recherchée le plus par nos clients. En fait, elle est en totale adéquation avec les tendances qu'on observe dans les projets. C'est les types de profils les plus recherchés aujourd'hui. Ils sont vraiment calqués sur de la GRC, donc de gouvernance, risque et compliance, avec des profils qui sont spécialisés en conformité, certification, gouvernance des risques. Donc vraiment en adéquation avec la partie GRC qui est le plus gros volet demandé. Ce qu'on peut observer aussi sur cet expert idéal, c'est le niveau d'expertise qui évolue. On n'est plus sur de l'expert plus, c'est celui qui progresse le plus vite à plus 90%. Globalement, c'est logique en fait, parce que les besoins sont de plus en plus pointus. Il faut répondre aux projets à grandes échéances et aussi aux missions qui augmentent, comme je l'ai juste évoqué précédemment, avec ce plus 35%. Et effectivement, on a ce volet GRC qui demande tout ce qui est réglementation, audit, c'est toute la partie pentest qui requiert en fait des profils qui ont déjà un petit niveau d'expérience, ce qui explique aussi ce niveau d'expertise qui est de plus en plus pointu. Côté coût, on a un TJM qui est à peu près de 700 €. Il peut même monter jusqu'à 830 € pour des experts plus. Donc voilà, on est vraiment sur une recherche de profils qui sont capables à la fois de maîtriser la technique, la gouvernance et la conformité. J'avais une question pour toi, Irène. Justement, avec donc les tendances low-code, no-code et GenAI dont on a parlé sur la première partie du webinaire, comment est-ce que tu vas voir, toi, comment tu vois l'évolution justement des types de projets cybersécurité ou du cyber-risque que ça peut créer? Alors, il va effectivement, comme il va y avoir des nouveaux risques qui vont arriver, c'est là où c'est le profil même de l'expert sécurité ou même du consultant sécurité, c'est toujours de se mettre à jour sur les nouvelles technologies parce que ça avance vite et si on n'effectue pas cette veille en permanence et cette formation continue, on est vite, on va dire, has-been côté sécurité. Et donc oui, pour répondre à ta question, là, on voit aussi de plus en plus de profils qui s'orientent vers qui ont un peu double casquette entre le data analyst et le consultant cyber aussi pour se mettre en adéquation avec les nouvelles tendances du marché pour pouvoir aussi répondre aux nouvelles problématiques, aux nouvelles menaces. Donc, c'est un peu une course contre la montre quand on travaille dans la sécurité. Il faut vraiment être à jour, se former continuellement et être au fait des nouvelles tendances du marché pour pouvoir aussi répondre à ces nouvelles menaces. Et du coup, question peut-être aussi pour Maxime, associée à ça, c'est
Je parlais tout à l'heure de profils, on va dire T-shape, des fameux profils en T, là, T-shirt, qui ont multi-compétences. Est-ce que toi, Maxime, dans les différents projets sur lesquels tu avais travaillé, est-ce que tu as dû apprendre des choses justement en termes au niveau cybersécu pour, je dirais, mettre en place des bonnes pratiques ou Complètement. répondre à des problématiques spécifiques des entreprises? Alors, complètement. Sur la partie low-code, N8N, Co., bon, les choses sont assez bien faites, sont assez bien codées pour que ça soit quand même assez sécure, la connexion entre les services, etc. Après, sur le côté plus vibe coding, là, il y a un vrai danger réel, et c'est d'ailleurs un peu le chit-chat dans la communauté. Pierre-Louis parlait d'un tweet assez célèbre, mais il y en a un deuxième là-dessus où c'est quelqu'un qui a créé un logiciel qui commençait à hyper bien marcher, 1000 € de MRR, je crois, par jour, et d'un coup, enfin de MRR, pardon. Et d'un coup, en fait, il s'est fait attaquer par des hackers et le truc a été shut down en 10 minutes. Et il faisait le malin en disant j'ai jamais, enfin, les développeurs, au revoir. Et en fait, les développeurs lui ont shut down son truc en 5 minutes. Donc, non, il y a je pense que justement, il va y avoir une montée de la cyber, justement grâce ou à cause de ces sujets, qu'il va y avoir de plus en plus de vibe codeurs. Par exemple, là, on parlait de la montée du front-end, qui vont coder des trucs avec Lovable, Cursor, etc., et qui vont avoir besoin d'experts cyber pour aller checker le code, voir les vulnérabilités et repasser dessus pour pousser le truc proprement. Et toi, Pierre-Louis, est-ce que tu constates dans ton entreprise ou dans peut-être des réseaux à côté, justement des gens qui prennent position, les DSI qui prennent position sur le cyber-risque lié à la mise en place, justement, de mise en œuvre de ces technologies-là? Alors, je vais faire court parce qu'il est déjà 57 et je pense Oui. qu'on va bientôt devoir refermer. Mais oui, effectivement, c'est ce que j'évoquais. À la fois, il peut y avoir des risques sur la partie consommation, on l'évoquait juste avant, et évidemment sur la partie cyber. Ce qu'évoquait Maxime en plus, c'était que celui qui avait développé l'application, je crois qu'il s'était aussi amusé à lui faire consommer énormément de tokens. Enfin voilà, donc il avait complètement paniqué. Nous, on est soumis à je ne sais pas combien de milliards de tentatives d'intrusion tous les ans au niveau de Rocket, parce qu'on a plein de serveurs, on est partout à travers le monde, et donc on est une cible idéale pour tout ce qui est ransomware, etc. Donc forcément, on a des contraintes qui sont très fortes. Je sais qu'il y a des entreprises qui vont plus loin en coupant même l'accès à tout ce qui est certains logiciels, certains sites, etc. On a une approche qui est mesurée, alors on ne peut pas installer grand-chose sur son ordi si ce n'est pas le digital qui le fait, mais je comprends parfaitement les entreprises qui le font de façon très, 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 très forte si elles n'ont pas derrière énormément de verrous qui leur permettent de se protéger avec des réseaux virtuels, des choses comme ça, comme ce qu'on peut avoir chez Rocket. Donc, ouais, grosse tendance parce que voilà, là où avant les gens pouvaient faire potentiellement un petit peu de programmation sur Excel sans avoir l'avis des autres, là, c'est du code qui peut être généré. On ne maîtrise pas forcément toujours les librairies qui vont être récupérées, installées. Donc, ça présente quand même des soucis de sécurité qui sont hyper importants. Ouais. Et l'IA, quand elle génère le code, ne pose pas forcément les bonnes questions et ne se pose pas les bonnes questions à est-ce que le code que je suis en train de générer est fiable, est-ce que là je crée un token d'autorisation qui ne va pas être repris, etc. À quel point est-ce que mon application elle est accessible depuis n'importe où, uniquement en local. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas forcément prises en compte, quoi. Donc ils vont être accessibles à l'utilisateur direct, mais qui peuvent aussi devenir pour d'autres. Ouais. Et qui peuvent être trompeurs aussi pour même un développeur expérimenté qui va s'habituer à générer le code avec de l'IA, qui va pas trop le relire et en fait qui va laisser des failles dans les entreprises. Donc ça, c'est sûr que je pense qu'il va avoir un gros rôle de review cyber dans le code prochainement. Eh bien, nous allons conclure notre webinaire sur ces bonnes paroles. Merci beaucoup. Merci Pierre-Louis, merci Maxime, merci Irène pour vos interventions. Et puis, merci aux personnes qui étaient connectées. J'espère vous donner des rendez-vous l'année prochaine, on va pouvoir réaliser cette étude beaucoup plus fréquemment. On a des super retours. Et voilà. On fera nos pronostics avec Maxime. À bientôt. Exactement. Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir. Merci, au revoir.